Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Vivian. Bonjour Mariama, j'espère que tu es en forme. Toujours. Vivian, bon, on se connaît depuis de nombreuses années. Oui, effectivement. Tu es le 2e homme à passer sur Mom You Rock podcast. Ah ouais, je suis même pas le premier. Je suis désolé, t'as pas voulu passer avant? Non, je déconne, je t'ai pas proposé en même temps. Non, mais en tout cas, je suis super ravie de t'avoir aujourd'hui. Vivian, donc tu es programme manager chez Wakano, donc sur le site de Paris Soleillé. Donc Wakano accompagne aujourd'hui des startups pour accélérer leur croissance. Tu me reprends si je dis des bêtises. Ce que je te propose, c'est dans un premier temps de te présenter et de nous parler un petit peu de ce que tu fais. Ok, ça marche. Bon, je m'appelle Vivian, salut à tous. J'aide des entrepreneurs à vérifier leur hypothèse de marché et à accélérer derrière. Et j'en accompagne. Alors, je développe un portfolio de 80 boîtes à Paris Soleillé. Et sinon, avant ça, alors là, j'ai 30 ans. J'ai évolué dans le Val d'Oise. D'ailleurs, comme t'en parlais, Mariama, on a évolué ensemble sur les mêmes bancs de l'école à l'UT de Sarcelles. Donc, j'ai fait une partie de ma scolarité dans le Val d'Oise. Puis, à un moment donné, j'ai voulu sortir de mon confort médian familial. J'ai voulu apprendre ce que c'était que la vie, me débrouiller par moi-même et par la même occasion apprendre l'anglais. Donc, je suis parti à Londres. Je suis revenu et quand je suis revenu, j'ai passé une licence et en même temps, j'ai intégré l'un des premiers programmes dédiés aux étudiants qui voulaient lancer leur boîte. Donc, des premiers cursus d'entrepreneuriat. Et ce qui était génial, en fait, dans cette formation, c'est qu'en parallèle, on pouvait lancer sa boîte. Et du coup, j'en ai profité pour lancer une boîte avec quelqu'un que tu connais, il me semble. Oui. Donc des gens que je salue au passage, Christophe Alves et Arcadie. On a monté une boîte qui s'appelait MyPasses, donc qui était première année commune aux études de santé. On avait même monté une boîte avant ça qui faisait de l'événementiel. Mais donc MyPasses c'était une start-up qui aidait les étudiants à valider leur révision et pour un certain nombre de raisons que si tu veux on pourra développer d'ailleurs plus tard dans le podcast. On a réussi à mobiliser des financements, on a recruté une petite équipe et on a arrêté l'activité. Mais j'étais dans un incubateur à l'époque et mon directeur Jean-Claude Célestin de Star Labs aimait bien la manière dont je travaillais. Il m'a proposé un job justement pour aider les entrepreneurs qui débutaient leur activité. Et comme j'avais beaucoup aimé cette expérience et que je me suis dit que mon expérience personnelle pouvait éviter aux futurs entrepreneurs le même sort, et je me suis dit que ce serait bien utile. Et puis de manière générale, l'entrepreneuriat, l'écosystème, tout ce qui tourne autour du digital me passionnait énormément. Du coup, je me suis dit que j'avais trouvé une voie dans laquelle je pouvais poursuivre. Et puis aujourd'hui, alors je travaille chez Wakano. Alors autant tout à l'heure je disais Paris Soleillé, c'est un portfolio de 80 boîtes qu'on accompagne par an, mais qui s'insère dans un groupement qui est plus global, qui s'appelle Wakano, à travers lequel on accompagne 350 boîtes par an, à travers 13 lieux dédiés aux entrepreneurs. Donc des lieux type incubateur, pépinière d'entreprise. On en a partout en Île-de-France. On en a dans le 94, dans le 92, dans le Val d'Oise, dans le 78 même, et à Paris, avec Paris Soleillé qui est dans le 20e arrondissement. On a pas mal de belles réussites. À Paris Soleillé, par exemple, on accompagne des boîtes comme Artspur, qui est la première plateforme, première marketplace d'art contemporain. On va avoir une boîte comme Staycation qui marche très très fort, qui a
souffert du Covid puisqu'ils font du tourisme. Ouais. Mais à chaque déconfinement, leur stats explosaient. D'ailleurs, pour le nouvel an, là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des week-ends packagés dans des hôtels de luxe. Je vous invite d'ailleurs à checker sur leur... On regardera, je mettrai le lien dans de l'épisode. shipper une nouvelle app. Donc ça, c'est brand new. Hein. Je sais même pas si les fondateurs veulent que j'en parle. La bêta test, Tu fais du teasing. Voilà, je fais du teasing. Plus ils auront du feedback dans tous les cas, mieux ce sera pour eux. Carrément. Et faut taper Staycation. Alors j'ai vu qu'il y avait une app qui existait déjà, qui est vraiment pas terrible du tout. Alors faut faire attention, faut taper Staycation, hôtel de luxe. Et là vous aurez notre app qui est très sympa. Donc vous allez dans un hôtel de luxe et vous avez toujours une activité, hammam, sauna, etc. Jacuzzi. Il y a le bartender qui vous apprend à faire un cocktail. Et eux voilà, ils sont une vingtaine par exemple. Harper, ils doivent être entre 20 et 30. On a des boîtes comme Smurl, pareil entre 20 et 30. Tu sais, boîtes connectées qu'on trouve dans les boutiques qui sont connectées aux social media, souvent à Instagram, qui s'incrémentent en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau like sur la page. C'est une boîte qui s'appelle Smurl, ils doivent être une trentaine. Une boîte qui s'appelle Bruce. On a une boîte, ça c'est assez incroyable. J'y croyais pas quand la news est arrivée. On a une boîte qui s'appelle Nanobiotics qui a fait une IPO au Nasdaq. Donc ça c'est une news super hot, ça vient de sortir. Donc IPO au Nasdaq, c'est juste extraordinaire. Hein. On va avoir moins d'une dizaine à l'échelle de la France. Donc il y en a une qui vient de chez nous, on a un écosystème qui s'appelle Villejuif Vieux Parc. Et voilà, plein de belles réussites. Et notre ambition, c'est d'accompagner encore plus de startups comme ça qui bâtissent du succès et de la croissance. Et pourquoi pas la future licorne qui sort de Wakano. Ce serait beau. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Génial. Écoute, parle-nous un petit peu de tous ces dispositifs. Donc, tu as cité incubateur, hôtel entreprise, pépinière. Ça peut être un peu obscur pour certains, pour le commun des mortels. Surtout avec le jargon assez technique. Bon, nous, on est dans l'écosystème, donc on le connaît très bien. Hein. Mais est-ce que tu peux nous aider un petit peu à démystifier tout ça, à vulgariser tous ces termes et nous en dire un petit peu plus et nous dire comment on peut intégrer ces structures-là et comment on peut se faire accompagner justement quand on est entrepreneur. Ouais, alors... le message que j'ai envie de porter déjà, c'est que qu'importe le lexique, comme tu le disais, il y a tout un vocable extrêmement complexe. De manière générale, dans l'entrepreneuriat, on parle de pitch, de business model, de growth marketing. MVP, exactement. Et de MVP. Après, si tu veux aller dans toute la thématique du lean startup, le MVP, le pivot, etc. Exactement. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est cette terminologie anglaise, franglais, hein, souvent on aime bien faire du franglais, a une réalité qui souvent se transpose assez mal en français, ou du moins on retrouve mal les équivalents. Tu vois, par exemple, si je dis un pitch, en français tu vas avoir une présentation, mais une présentation ça peut être je présente ma petite amie à mes parents, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Un pitch, voilà, un pitch, on sait que c'est quoi? C'est une présentation très percutante et synthétique qui permet de convaincre son auditoire en un minimum de temps. Et puis ça reflète une image qu'on n'a pas forcément en français. Il y a même des mots assez puissants en anglais comme je sais pas moi, empower par exemple, enable, tu vois, on l'a pas en français. Et c'est pour ça qu'on a on utilise l'anglais, parce qu'il y a pas d'équivalent effectivement. Assez fort en tout cas. Ouais, tout à fait. Mais alors souvent quand on utilise du franglais, ça a son importance puisque ça permet aussi. Alors moi je suis ça peut fatiguer du monde, mais il y aura sans doute de l'anglais dans ce podcast. Je serai là pour te fouetter, pour te remettre. Voilà, mais comme je te disais, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aborder des notions, et si les entrepreneurs veulent creuser ces notions, ils peuvent très bien aller checker sur le web, sur YouTube, sur Coursera, sur plein de contenus qui leur permettent de monter en compétence sur des sujets qui partent d'une appellation anglaise. Pourquoi? Parce que souvent c'est des concepts qui proviennent de la Silicon Valley, tout simplement. Mais en ce qui nous concerne, alors pour revenir à ton sujet, je ferai des petites digressions, faudra que tu me ramènes à chaque fois. T'inquiète pas. Marianne, en tout cas, tout ce qui est couveuse, on pourrait parler d'accélérateurs, de coopératives d'activité, d'incubateurs, de pépinières, d'hôtels d'entreprise. C'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qu'il faut que les entrepreneurs retiennent, c'est qu'il faut surtout qu'ils trouvent un écosystème qui apporte des solutions par rapport à l'étape dans laquelle ils se situent actuellement. Tu vois, ça, c'est vraiment le plus important. Donc, le but, ça va être de se renseigner, peut-être de passer, d'ailleurs, j'invite à le faire, à aller checker sur les sites, évidemment, mais à passer tout simplement un coup de téléphone aux différents écosystèmes pour savoir très concrètement ce qu'ils font et si, ça peut être générateur de valeur pour la boîte par rapport à son étape de développement. Parce que le focus, il est vraiment là, en fait. On va pas du tout délivrer les mêmes programmes. Si on a des boîtes qui sont
en amorçage ou en early stage ou en accélération. Ok. Bah d'ailleurs, si tu peux, je vais faire un petit focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce que tu considères être les différentes étapes de développement d'une entreprise? Yes, et en plus comme ça, je pourrais mettre en parallèle ce qui est censé être, tu vois, Le plus adapté pour ouais, chaque... le dispositif, la solution la plus adaptée. Donc Ok. au début, quand tu démarres une boîte, tu es en phase de seeding ou dite d'amorçage. Et là, l'objectif, c'est d'avoir la compréhension la plus fine du besoin de tes clients, d'accord, pour pouvoir construire la solution la plus adaptée. Ok. Ok. Là, en principe, alors soit tu es tout au début et tu peux commencer tout seul déjà. Ce que je recommande souvent aux entrepreneurs, c'est on peut très bien commencer tout seul sans même de statut juridique. À un moment donné, si on veut signer des premiers deals avec des clients, on peut même créer une auto-entreprise, pourquoi pas. Si on veut commencer le plus lean possible et en dérisquant au maximum sa démarche entrepreneuriale. Okay. Sinon, il y a d'autres dispositifs qui existent qui s'appellent couveuse ou coopérative d'activité, où en fait ces organismes-là vont te prêter un statut juridique. En fait, ils vont héberger juridiquement ta société, où tu vas avoir un statut qui s'appelle étudiant entrepreneur, je crois, où en fait tu dois distribuer une partie de ton chiffre d'affaires à l'organisme, et il y a un certain nombre de services qui sont partagés. En général, il n'y a pas de lieu physique, c'est plus l'hébergement d'un statut juridique. D'accord. Okay. Et eux, ensuite, comment... Vas-y, dis-moi. C'est ta première hypothèse de marché. Après, tu arrives en amorçage de projet. Donc, amorçage de projet, là, tu peux, si t'as envie de rejoindre un écosystème physique avec un bureau, avec une communauté, etc., tu peux rejoindre un incubateur. Souvent, ça s'adresse plutôt aux projets qui sont technologiques ou du moins qui ont une innovation dans le modèle économique. Ça peut être une innovation de marché, de design, sur le produit, d'onboarding, de plein de pans du modèle économique. Une fois que t'as donc en incubateur, on va t'aider à structurer un modèle économique, à aller chercher tes premiers clients, ce qui est vraiment le plus important, à accélérer tes métriques là-dessus, et pourquoi pas aller chercher des premiers financements non dilutifs la plupart du temps. Donc tu sais, tout ce qui est BPI France, Prêt d'honneur, Réseau Entreprendre ou France Initiative. Et la prochaine étape, ça va être pépinière d'entreprise. Pépinière d'entreprise, là, c'est des boîtes qui sont early stage, qui sont en phase d'accélération. Donc, par exemple, si je te prends le portfolio que j'accompagne actuellement, moi je travaille à Paris Soleillé, on accompagne 80 boîtes par an environ. On va avoir des boîtes early stage qui ont des premiers métriques qui sont en accélération, donc ils peuvent rentrer, ils font 60-80 000 euros de chiffre d'affaires, ils sont en forte accélération surtout. Mais quand je disais ça vaut le coup d'appeler les différents interlocuteurs, c'est parce que il n'y a pas forcément, enfin en tout cas chez nous à notre échelle, celle de Wakano et notamment à Paris Soleillé, on n'a pas de définition normative, tu vois, on n'a pas de grand dogme sur elle coche des cases donc c'est une entreprise early stage. Je vais donner un exemple, on a une boîte qui s'appelle Wiseer. Wiseer, en fait, eux, ils font du brain tracking, donc c'est une solution qui permettra de savoir si, par exemple, j'ai écouté dans ma voiture le matin le podcast Rock Your Mom, et ben je suis plus apaisé. Fais-le dans l'ordre. Mom You Rock. Eh bien, est-ce que je suis plus apaisé derrière et est-ce que j'aurai une meilleure concentration quand je serai au boulot après? Tu vois, donc c'est cette analyse par des écouteurs sans fil. Ah d'accord. C'est une solution qui est directement pluguée aux écouteurs sans fil. Donc ils travaillent avec des grands manufacturiers, des gens qui construisent des bâtisses, qui développent des écouteurs sans fil et auxquels ils vont intégrer cette solution là. Et en fait, eux, ils sont arrivés chez nous et ils avaient juste un POC. Ils avaient juste encore une fois, acronyme, donc preuve de concept. Preuve de concept. Donc c'est la première version la plus épurée de leur produit en fin de compte. Et en fait, cette version-là, c'était et d'ailleurs ils nous ont dit qu'à la fin, donc ça faisait une sorte de petit cliffhanger assez stylé dans leur présentation, c'est que en fait, ils changeaient leur slide quand ils mâchaient fort. Donc tu vois, c'est du jaw crunching. À chaque fois qu'ils mâchaient fort, ça changeait la slide automatiquement. Donc tu vois, c'était la première preuve de concept qui montrait qu'avec des stimuli liés au visage, ça pouvait créer une action, tu vois. Mais l'idée derrière, la vision elle est bien plus grande puisque si on pousse le projet à fond, la vision, c'est peut-être de pouvoir identifier des maladies cérébrales et de pouvoir les prévenir le plus tôt possible, quoi.
D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Donc ça. eux, ils sont rentrés chez nous, non pas parce qu'ils avaient des clients, alors que Mhm. juste avant, je te disais qu'une boîte early stage, en principe, elle a des clients. Elle a Allez, une c'est déjà activation. lancé. Mhm. Mais eux, ils avaient un POC et surtout, et c'est ça le plus important, je crois, c'est que les entrepreneurs, dans leur interaction, dans les interactions qu'on avait avec eux, dans leur présentation, tu sens qu'ils sont hyper drivés, tu sens qu'ils savent de quoi ils parlent, et c'est des gens qui sont capables de faire bouger la tectonique des plaques, tu vois. Mhm. Tu sens que tu peux croire en eux, et ils ont été extrêmement convaincants, et c'est pour ça qu'on les a pris. Ok. Et l'étape après pépinière d'entreprise, en principe, c'est hôtel d'entreprise. Ou Mhm. dans l'hôtel d'entreprise, t'as des boîtes qui sont plus matures, qui ont fini leur période en pépinière d'entreprise. Je rappelle, D'accord. en pépinière, ce qu'on offre, hein, c'est des bureaux, un écosystème de croissance, donc de l'accompagnement à une communauté. Mhm. Et en hôtel d'entreprise, il n'y a plus cette partie accompagnement. En revanche, ce qu'ils veulent, c'est rester dans un écosystème de croissance dynamique, D'accord. avec une communauté et un minimum de services. Nous, Ok. on a des boîtes à Paris-Soleil qui sont en hôtel d'entreprise, tu vois, qui sont 30, 40, 50, qui Mhm. nous louent des grands espaces, des 300 mètres carrés, Ah, quand et même. qui sont toujours au cœur de notre écosystème, ce qui est très sympa D'accord. pour eux. En fait, l'idée, c'est de garder, comme tu le disais, c'est l'aspect communautaire qui prime un petit peu en hôtel entreprise, quoi. C'est Et plutôt tout à ça. fait. Et en plus, écoute, tu nous fais une super pub là, Mariana, puisque notre accent, non, c'est vrai, l'accent, on le met sur la communauté en ce moment-là. Mhm. Et moi, une grande partie de mon job, les efforts que je mets, c'est dans le sens de la communauté. Comment leverager cette communauté? Mhm. Comment faire en sorte de créer une dynamique qui soit vertueuse et de mettre en relation des gens pour que ça crée de la valeur. Ouais. Ce que j'ai identifié, c'est que souvent, ce qui crée de la valeur, c'est de mettre en relation quelqu'un qui a une problématique donnée et quelqu'un qui a passé ce problème il y a assez peu de temps. Tu Ok, vois, le retour parce que- d'expérience, du coup. Ouais, le retour d'expérience, en fait, il est frais dans la tête, puisque quand tu es entrepreneur, tu dois évacuer des problèmes tous les jours. Ouais. Ton Non, c'est job, quelque c'est un chose. peu de traiter des emmerdes tout le temps. C'est ça. Et du coup, si tu as traité trop entre-temps, t'as presque oublié le fait que le problème dans lequel se trouve celui avec qui tu échanges. Donc là, l'idée, c'est de faire des introductions pertinentes comme ça. Je te parlais de Staycation tout à l'heure. Mhm. Là, ils sont en train de sortir leur app. Mhm. Et du coup, ils avaient une problématique d'attribution. Donc, tu vois, c'est de savoir par rapport à toutes leurs sources de trafic, Mhm. comment savoir d'où proviennent les clients, les leads qui viennent de je sais pas moi, de Google AdWords, de Mhm, Facebook, de Facebook, Ads, de TikTok, même si tu veux. Mhm. Et pour ça, il y a des solutions d'attribution. Et je Mhm. sais qu'on a une boîte qui s'appelle Bruce, qui a une appli depuis plus longtemps, et du coup, qu'on pu leur apporter un retour d'expérience très concret sur les différentes apps qu'ils avaient challengées, et finalement, quelle est la solution qu'ils ont implémentée dans leur activité pour avoir ce tracking-là, en fait. Ok, super. Ouais. Super. Donc du coup, ouais, ça permet vraiment d'avoir des conseils personnalisés sur, en fonction de ton étape, en fonction des problématiques que tu rencontres, d'avoir vraiment des réponses, comment dire, en live. Donc je suppose que tu fais ça autour d'événements particuliers où les gens peuvent se rencontrer à n'importe quel moment, communiquer. Je suppose qu'il y a une espèce de, on va dire, carnet d'adresses où tu peux contacter les personnes. C'est un peu ça. Ouais, C'est comme ça que vous comme tu as fonctionnez. dit, le but, c'est que ce soit le plus concret, le plus activable possible. Et on fait des événements, effectivement, c'est un peu notre bonne excuse pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc Ouais. on va, alors là on Oui, a voilà, fini c'est un peu plus 2020, compliqué, donc, c'était voilà. génial les événements comme tu peux t'en douter. Et sinon ce qu'on aime beaucoup, on croit beaucoup dans le vaccin, vraiment. C'est ça. J'espère que ça va marcher. Faites que ça fonctionne. Exact. Donc on a plusieurs types d'événements. On va avoir des formats meet-up. Donc meet-up, Mhm. c'est, j'appelle un directeur d'une boîte en hyper croissance, qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros souvent. Mhm. Et ça va être plutôt inspirationnel là. Donc Ok. souvent, le dernier c'était 360 Learning, Ouais. où on a une directrice de 360 Learning, Sophie, qui est venue et qui s'assoit en fait au milieu de la foule de tout l'auditoire, de tous les participants entrepreneurs qui sont inscrits. Mhm. Et en fait, elle a pas de contenu, elle a pas de présentation. Elle s'assoit, les entrepreneurs lui posent des questions et elle doit les traiter D'accord. à la volée. Ce qu'on Ok. appelle un format AMA, tu vois, Ask Me Anything. Mhm. Ok, Et, c'est un format et c'est- Q&A. En fait, tu arrives Ouais, avec c'est tes questions exactement. et t'as la réponse directe. Ok, c'est cool ça. Et Bon, c'est straight très to the point. interactif. Ouais. Oui, exactement, tout à fait. Mm. Et à côté de ça, il y a toujours un after work très sympa où les entrepreneurs Ok. à la fin peuvent échanger. On a les formats workshop qui sont Mhm. beaucoup plus concentrés dans l'approche sur une thématique. Donc ça va Mhm. être un workshop sur du SEO, comment récupérer des backlinks. Tu vois, c'est très précis. D'accord. Et c'est avec des use cases le plus activable possible. Ok. Où là, on est plutôt en petit comité. Sur les meet-up, on est plus Mhm. d'une cinquantaine en général, on essaye.
Sur les workshops, on va être 15-20, tu vois. D'accord. Et il y a un intervenant, souvent c'est un entrepreneur d'ailleurs de l'écosystème. D'accord. Ça pourrait être par exemple comment super lancer son podcast. Ouais, carrément. Donc ça c'est un workshop. Ok. Plutôt petit comité et le but c'est de monter en compétence sur un sujet qui est au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Et sinon il y a le format networking qu'on aime beaucoup faire. On a un grand rooftop à Paris Soleillé d'une centaine de mètres carrés. Même plus 150 et dans lequel quand il fait beau et quand on est hors Covid on peut se retrouver, trinquer, c'est très sympa, ça crée justement cette dynamique dont tu parles. Ouais, super, ça fait rêver. C'est vraiment on va dire l'espace idéal quand on veut évoluer, parce que ce qui revient très souvent quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on te dit, qu'on te le répète, il ne faut pas rester seul, il faut savoir être accompagné. Donc c'est un grand problème des entrepreneurs. Ça va être les problèmes qu'on adresse. Ça va être le fait de souvent on a cette image d'Épinal, tu sais, des start-upers qui ont commencé de leur garage. Oui, c'est ça, à la Steve Jobs. Exactement. C'est ça. Ils ont commencé de leur garage ou de leur grenier, mais à un moment donné, t'as envie de sortir de ton isolement, t'as envie de savoir si t'es sur les bons rails, de te faire challenger, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là, moi, souvent dans mon pitch, je parle maintenant d'écosystème de croissance. Tu vois, la primitive, ce pourquoi les gens viennent chez nous, c'est souvent parce qu'ils ont besoin d'un bureau. Tu vois, c'est très terre à terre. C'est la porte d'entrée. D'un bureau. C'est la porte d'entrée, tout à fait. Donc ils ont besoin d'un espace de travail pour commencer à se staffer. Bâtir une vraie culture d'entreprise. Donc ça, c'est l'argument pour lequel ils rentrent chez nous dans un premier temps. Et ce qui fait qu'ils y restent, c'est parce qu'ils voient qu'à côté de ça, ils ont tout un écosystème de croissance avec toute la partie communautaire dont on vient de parler, les meet-up, les introductions. Il va y avoir toute la partie accompagnement aussi, où le but c'est d'être le plus si tu veux on pourra parler de ce qu'on fait en termes d'accompagnement, nos programmes et ouais, en fait c'est un peu tout sous le même toit. C'est l'écosystème de croissance, et à la fois t'as ton bureau, t'as une communauté qui te tire vers le haut et des programmes d'accompagnement qui t'apportent des solutions par rapport aux problèmes que tu traverses. C'est fou ça. Donc la porte d'entrée, c'est pas forcément de l'accompagnement, c'est le fait de voir un espace. Ouais, le plus souvent, je dirais que c'est le bureau. Mais tu vois, il y a une réalité très factuelle aussi. Je recrute quelqu'un, j'ai besoin d'un bureau. Ouais, j'ai besoin d'un bureau. Ok. Et souvent, c'est des gens qui commencent de chez. Donc évidemment, tu commences de chez toi, tu as pas envie d'accueillir c'est clair, dans ton salon. Carrément. Surtout pas aujourd'hui. Mais c'est pas évident. Surtout quand on est une maman, Mariama. Oui, avec ses petits enfants qui tournent autour, machin, ouais, pourquoi pas. mais aussi on a pas mal de boîtes qui proviennent d'open space. Nous on fait pas mal de bureaux fermés, donc c'est ton bureau privatif, c'est ton espace, tu vois, qui te permet de vraiment créer ta culture d'entreprise. On a pas mal de gens par exemple qui viennent de Station F, qui sont très contents de leur période là-bas, mais qui ont besoin d'avoir leur propre espace à eux. Et aussi quand tu es en grand open space, il y a le problème du défocus, c'est-à-dire que tu as tellement de choses, tellement de boîtes, et tellement sursollicité qu'à un moment donné tu as envie de tout ce qui est ça tu connais bien et c'est aussi l'un des intérêts du podcast. Tu m'en parlais une fois, c'est l'attention span, c'est le fait qu'on a plein d'éléments qui nous détournent de nos principales tâches. Carrément. Et quand on est dans son bureau, a priori, il suffit de fermer la porte pour être au calme. Tranquille, et c'est ça. Pour être en deep work et avancer sur ses tâches de fond. Ouais, carrément. Super. Écoute, on va rentrer encore plus dans le détail, on va dire, entre guillemets. Comment intégrer ces structures-là? Donc, nous dire un petit peu quels sont les critères de sélection, combien ça coûte, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement, on va dire, sélectionnés? Enfin, comment ça se passe? Ok. En fait, ça dépend des écosystèmes. On a rien qu'à l'échelle de Paris Soleillé. Je vais même parler des confrères. Tu vois, le but c'est pas de se regarder le nombril. Le but c'est de développer l'entrepreneuriat au sens large et de faire réussir les futurs entrepreneurs, notamment en France. Ce qui est déjà une belle mission, il me semble. Carrément. Donc tu vois, il y a des confrères qui s'appellent Paris & Co par exemple, qui ont des incubateurs qui sont verticalisés. Donc on a 2 incubateurs de chez Paris & Co qui sont à Paris Soleillé. Donc tu vois, c'est des partenaires et clients en même temps. Donc ça c'est super cool, puisque quand nous on organise des événements, ça profite à tout leur écosystème à eux. Et quand ils organisent des événements à Paris Soleillé dans Paris & Co, on peut inviter tout notre portfolio de Paris Soleillé. Et eux, tu vois, on a un écosystème qui est sur l'e-sport.
tout ce qui est l'événementiel autour du gaming, D'accord. qui s'appelle le Level 256, qui est un incubateur de Paris & Co, qui est compris dans le bâtiment de Paris Soleillé. Alors tu vois, c'est ah ouais. faut suivre, tu vois, c'est C'est ça, et c'est ce que j'allais dire, les poupées russes, exactement. Tu me m'ôtes les mots de la bouche. Ouais. On a 2 incubateurs qui sont donc on gère notre propre portfolio de Wakano à Paris Soleillé, et aussi on loue des grands espaces pour d'autres incubateurs type Paris & Co qui ont à la fois le Level 256 pour le gaming et ils ont le Welcome City Lab pour le tourisme. D'accord. Ce qui est magnifique, c'est que bon, d'une, on travaille vraiment main dans la main, mais en plus de ça, c'est que tu vois, je te parlais de Staycation, eux ils sortent du Welcome City Lab. Donc à un moment donné, ils sortent de l'écosystème de Paris & Co, qui est en open space, et ils ont envie d'avoir leur propre bureau, et ils vont chez nous pour bien se développer. C'est l'évolution, c'est le next level du coup. D'accord. Ouais. Et eux, ils vont avoir, je vous invite à regarder sur leur site Paris & Co, vous avez tout un tas de très verticalisé. Vous avez un incubateur qui est sur les HR, un qui est sur le gaming, un qui est sur toutes les verticales qu'on peut connaître, et je crois ils doivent avoir comme nous une dizaine de lieux dédiés aux entrepreneurs. Chez Wakano, en fait, ça dépend. À Paris Soleillé, on est agnostique d'un point de vue marché. Je te parlais de Wiseer par exemple, ils font de la deep tech. On pourrait même dire que c'est du healthcare, tu vois, parce que demain, si ça permet de prévenir les maladies cérébrales, bah, on rentre dans du healthcare. On va avoir des boîtes. Alors à Paris Soleillé, c'est un nouveau challenge tous les jours. Hein. On a de tout. On a des boîtes qui font de la VR. On a une boîte qui s'appelle Targo par exemple, qui font des documentaires en réalité virtuelle. Ils ont d'ailleurs assez dingue. Je passe le salut à Victor et Chloé, les fondateurs. Ils étaient en lice pour 2 Emmy Awards. Donc tu vois, en compétition avec en compétition avec des clips de Black Eyed Peas, enfin vraiment des trucs c'est fou. Avec des moyens qui étaient colossaux, et eux boîte avec des ressources très limitées, tu vois, ils sont chez nous à Paris Soleillé. Ils étaient en lice sur 2 catégories aux Emmy Awards. Alors là, les Emmy Awards avaient été dans un principe un petit peu très spécifique avec le Covid, puisque c'était Emmy Awards full forcément. remote. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, full remote, ouais. Exact. Mais c'était mais c'est assez ouf. Donc ouais. Et là ils font des documentaires, ils en ont plein, il y en a un par exemple sur Notre-Dame. Avant, ils avaient fait un documentaire en VR avant que l'édifice brûle. Et du coup, ils en ont fait un après. Ils ont eu une commande avant, après. Du coup, là, on voit le documentaire, donc comment c'était avant et puis ce qui s'y passe maintenant, tu vois. Ils ont fait un à Tchernobyl. Ils ont tout un tas de... Ouais. Ah, c'est pas mal. Tu peux me rappeler tu me donneras les infos. Targo. Ouais, je mettrai tout. Leur site, ça doit être quelque chose comme Targo Story. Ok, on regarde. Je donc mettrai tout VR, Staycation, j'en ai pas mal parlé. Ils font du tourisme. Harper, ils sont plutôt dans tout ce qui est culture, art. On a des boîtes qui sont dans le healthcare, on a des boîtes qui sont dans le martech, donc tout ce qui est marketing, des boîtes comme Digitools, des boîtes comme Lobster qui font du scrapping. On a du B2B SaaS évidemment. Une boîte qui s'appelle Pricing Hub par exemple, qui gère tout ce qui est pricing, notamment dans les marketplaces, un petit peu comme du yield management, tu vois, pour vraiment surveiller en permanence tes concurrents et puis aligner ton prix de la manière la plus réactive possible. Eux, ils ont par exemple réussi la gageure de lever 2 millions en plein pendant la crise du confinement, comme quoi rien n'est impossible. C'est clair. Rien n'est impossible chez moi. C'est ça. Et il y a de tout à Paris Soleillé, donc market agnostique. Et sinon, on va avoir des lieux comme Villejuif Biopark qui sont eux très orientés sur tout ce qui est medtech, biotech, healthcare. D'accord. Je parlais de Nanobiotics qui a fait son IPO au Nasdaq. Eux, ils viennent de là-bas, par exemple. On a des boîtes on a des incubateurs qui sont. On a un incubateur qui est assez dingue, qui est dans une abbaye. Donc le cadre de travail est exceptionnel. Ça doit être magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et t'es dans une abbaye, et puis c'est un incubateur qui est à la jonction entre l'art et le numérique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément, je te coupe, excuse-moi, j'ai une question qui me vient en tête. Il faut forcément avoir un business qui est innovant au niveau technologique. Il faut apporter une innovation technologique. Ok. Pas forcément. À Paris Soleillé, je reviendrai sur les critères tout à l'heure, si tu veux.
mais je pense que ce qui est important, c'est le sens innovant au sens large du terme, justement. Ça va être sur n'importe quel pan du modèle économique. Une des dernières boîtes qu'on a intégrées, par exemple, c'est une boîte qui fait des maquettes. Tu vois, si par exemple tu as un projet immobilier, tu as besoin d'une maquette. Et lui, en fait, il a alors c'est pas lui qui a développé ses propres imprimantes 3D. Les imprimantes 3D qu'il exploite existaient déjà, il les achète. Mais par contre, il a une façon d'adresser ce marché qui est différenciante, tu vois. Il faut toujours qu'il y ait un différenciant, parce que sinon en termes d'accompagnement, on va être limité si c'est une boîte qui fait un peu comme toutes celles qui sont déjà représentées dans son écosystème. Donc le différenciant, il peut être sur n'importe quel pan de son modèle économique, et c'est pas forcément la tech. Ok. Même si bien souvent la tech procure le différenciateur. Ok, ça marche. Ok, super. Et voilà, sur les 13, les 13 lieux, il y en a pas mal finalement qui sont généralistes, et quelques-uns qui sont centrés sur des thématiques. Mais sinon, je vous invite, si vous êtes dans un secteur en particulier, de taper incubateur dans la mode, par exemple. À Paris, vous trouverez des écosystèmes qui sont ce que vous faites. Voilà. Donc donc il peut y avoir mode, food, tourisme, comme tu disais. Enfin, il peut vraiment y avoir des incubateurs spécialisés par secteur. Ce qui peut être pas mal, tu vois. Là, nous, on est généraliste. En fait, on adresse surtout une étape de développement. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La phase early stage. Et puis après, ils peuvent continuer. Il y a un continuum résidentiel où si tu rentres à Paris soleillé, donc tu as des premiers clients, tu es en phase d'accélération. Tu peux rester par la suite. On a des boîtes qui sont chez nous depuis 8 ans, tu vois. Donc des boîtes qui ont une certaine taille maintenant. D'accord. Et qui sont plutôt dans l'hôtel d'entreprise, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on disait, notre jargon. C'est ça. Qu'on déployait tout à l'heure. Ok. Donc il n'y a pas de durée limitée pour rester incubé, entre guillemets. Ouais, les incubateurs en général, c'est parce que tu as des programmes des fois d'accélération sur X mois. Accélération en général, c'est 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, c'est souvent tu vois, les grands accélérateurs qui sont connus dans le monde, ça va être YC évidemment, qui est peut-être le meilleur, si on peut appeler ça un accélérateur. Le but, c'est de mettre énormément d'intensité sur un batch de quelques boîtes. Je rappelle le Y Combinator, la valeur totale de leur portfolio, ça doit être plus de 150 milliards. Donc juste pour situer, tu vois. C'est pas mal. Donc c'est des boîtes comme Dropbox, Airbnb, etc. qui en sortent. Donc oui, c'est vraiment le haut du panier. Et en fait, tu as 6 mois pour mettre un maximum d'intensité dans ta boîte. Et après, tu as ce qu'on appelle un démo day, où tu fais un pitch devant une assemblée qui est constituée de plusieurs corps de métier, souvent des investisseurs d'ailleurs, qui te permettent, pourquoi pas de lever des fonds, mais c'est un peu l'aboutissement de toute ta période d'accélération. Et ça te permet d'accéder, souvent à des levées de fonds. On a Wiseer, dont je parlais tout à l'heure, a fait le Techstar. Techstar, qui est aussi un accélérateur qui est très connu, et eux, ils avaient un batch où il devait être une petite dizaine de boîtes, et 3 mois d'accélération intense, où à la fin, même système, démo day devant plein de gens, et notamment des investisseurs. Ok, super. Alors, c'est quoi les critères de sélection pour intégrer un incubateur / pépinière / je vais plutôt parler de Paris soleillé, parce que il y a une constellation qui est tellement dense dans l'écosystème qu'à chaque fois vous trouverez chaussures à vos pieds. En tout cas, en ce qui nous concerne à Paris soleillé, ça va être des boîtes qui ont déjà des indicateurs de validation de marché et qui sont en accélération. Comme je le disais, on n'est pas dogmatique. Si on voit qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà fait ne serait-ce qu'une première version épurée de leurs produits, mais qui sont hyper convaincants quand ils nous expliquent ce qu'ils font. Je le disais tout à l'heure avec Wiseer par exemple. Et des exemples comme ça, on en a plein. Ça peut très bien marcher. Maintenant, comme je le disais aussi, le plus important, c'est pas souvent le concept en soi, mais c'est plutôt l'équipe. Ce qui fait la valeur d'une boîte, et ce qui fait qu'une boîte est exceptionnelle, c'est avant tout les entrepreneurs qui sont exceptionnels. Et on évalue plus des équipes que des projets. Parce que évaluer un projet, c'est passer à côté de quelque chose de fondamental, qui est que peut-être la boîte va faire un pivot à un moment donné, tu vois. Donc elle est sur une idée A, et finalement en se confrontant avec son audience, elle se rend compte que c'est pas la bonne solution. Le problème était bien identifié, mais la solution n'était pas la bonne du premier coup. Et d'ailleurs souvent dans l'innovation, on a rarement bon du premier coup. Et du coup on itère, on pivote,
Et c'est pour ça on se dit que des bonnes équipes auront cette capacité à pouvoir faire un shift de manière assez rapide et efficace. Et on investit plus pour des projets. Et du coup, ce que je vais checker sur un entrepreneur, alors j'ai inventé mon propre framework. Tu vois, Ok. Écoute. Qui s'appelle CAFEM. Alors, par contre, il faut que je markete si vous avez des amis marketeurs qui peuvent m'aider, puisque le problème de mon acronyme CAFEM, c'est qu'il veut rien dire, tu vois. Ouais. Faut trouver un truc un peu difficile. J'en appelle à la communauté. Je suis en train de travailler dessus. De faire du naming. Voilà, un naming bien stylé. Il faut vraiment quelque chose qui envoie un Mariam à nous. Ouais. Et bien, écoute, on va brainstormer. Ouais. Et donc le C, c'est pour courage. Donc on marque les entrepreneurs qui réussissent. Donc un trait de caractère, c'est des gens qui sont hyper drivés, hyper courageux, dans le sens où ils sont capables de porter leur vision envers et contre tous. Ils sont capables de dire non. Tu vois, souvent on se définit beaucoup par plus ce qu'on refuse que par ce qu'on fait. Tu vois. C'est savoir dire non, par exemple, à un investisseur qui, on va le savoir, peut-être à un moment donné, va avoir un rôle toxique parce qu'il est trop demanding. Tu vois, donc s'il demande des reporting hebdomadaires, c'est compliqué. On a une boîte à faire tourner aussi. C'est savoir dire non à un collaborateur qui fit pas avec la culture. Par exemple, t'as un sales qui est hyper bon. Vraiment qui close un maximum de deals, mais on a une culture du collectif, de la bienveillance, et c'est quelqu'un qui la joue en mode solo, en mode solo, lone wolf. Bah faut avoir le courage d'arrêter sa période d'essai, même si c'est dur. Ou sinon, souvent, ce qu'on a sur des boîtes qui sont soit en amorçage, soit très early stage, c'est que au moment où elles ont trouvé un produit qui peut être industrialisé, donc qui peut être dupliqué à une plus grande échelle, ce qu'on appelle le nouveau concept scalabilité, donc qui doivent scaler. Hashtag franglais. Et qui ont un grand compte, un client qui leur demande de continuer à faire du sur-mesure. Il faut savoir dire non à ce grand client puisque on doit déployer notre projet à l'échelle. Donc tu vois, le courage, c'est vraiment une valeur forte. D'ailleurs, souvent dans le courage, c'est que quand t'essuies des échecs, bah tu t'en lamentes pas non plus. Tu vois, on voit les entrepreneurs, on en voit. Alors tout le monde peut évoluer là-dessus, mais quand je vois des entrepreneurs qui souvent se plaignent et se lamentent sur leur sort, je remarque surtout que ceux qui réussissent souvent, bah tu vois, ils se prennent une baffe qui fait un peu mal, mais ils passent à autre chose et ils rebondissent très très vite en fait. Je peux même me remettre dans l'agilité mentale. Tu vois, nous quand on avait planté la boîte, c'est dur hein, d'un point de vue humain, émotionnel. T'es marqué par ça. Je rencontre des entrepreneurs qui plantent une boîte et qui rebondissent tout de suite derrière en remontant une autre. Ça, je trouve ça assez extraordinaire, tu vois. C'est fou. Nous, pour être très très transparent, très sincère, moi en tout cas à titre personnel, j'aurais pas eu le courage de remonter une boîte tout de suite derrière. Et souvent, c'est des entrepreneurs qui sont exceptionnels et qui ont compris des trucs. Tu vois, toutes les conneries qu'on fait quand on est primo-entrepreneur, là, tu peux être sûr qu'ils les referont pas immédiatement. Ouais. Donc le courage, la capacité d'apprentissage, c'est mon A, tu vois. Donc puisque la réalité d'un entrepreneur, elle est très diverse quand il commence, qu'il doit avoir la compréhension la plus fine du besoin de son client, au moment où il construit son produit, et au moment où il scale, et il doit justement s'entourer de lieutenants qui vont l'aider à manager sa boîte, ou après il va faire davantage de représentation, il va porter la culture de sa boîte, et tout ça sont des étapes où en fait il doit complètement renouveler son métier de CEO ou de dirigeant, tu vois. Et du coup tu dois être une sorte d'éponge qui comprend, tu vois, tu lis des livres, tu captes l'idée, et puis tu changes complètement du tout au tout. Donc c'est cette capacité d'apprentissage, y compris sur, tu vois, toi, je sais que comme moi, tu donnes des cours de marketing digital. Si tu veux être au fait sur le marketing digital, faut être en apprentissage permanent. Ouais, il y a toujours un nouveau concept. Constamment, oui, carrément. Constamment. Moi, par exemple, pour être plus pertinent dans les conseils que je donne aux entrepreneurs, au bout d'un moment, je me suis plus orienté vers le growth marketing, donc à mettre des systèmes de croissance dans les boîtes. Si tu commences à t'intéresser au growth marketing, en fait, tu dois lire toutes les semaines, t'es obligé de lire puisqu'ils sortent toujours de nouvelles trucs, il y a toujours de nouvelles techniques, de nouveaux détournements, et c'est hyper prenant en fait. Souvent, les concepts,
En fait, au début, tu les grattes, t'as l'impression de les comprendre, et au moment où tu commences à croire que tu les comprends bien, ben en fait, t'arrives dans un nouvel océan. Ça a changé. C'est ça. Exactement. Ça a déjà évolué, on est passé à autre chose. Et ouais, tout à fait, où en fait, tu te rends compte que t'avais juste compris la face immergée de l'iceberg, tu vois, et il faut encore que il y a plein de trucs à défricher. Et pour ceux qui font du développement, bah là, t'as toujours des nouveaux, de nouvelles tech, de nouveaux langages, etc. Il faut se réinventer en permanence, avoir cette agilité mentale. Le F, ça va être le focus, hyper important. Donc c'est cette capacité à être extrêmement polarisé sur une étape. Tu sais, quand tu montes une boîte, t'as tendance tu navigues dans un chaos permanent en fait. Quand t'es dans l'entrepreneuriat, tu dois traiter le sales, le market, les HR, la paperasse, il y a des multicasquettes. Et à un moment donné, t'as vite fait de te noyer dans un verre d'eau. Et d'ailleurs, le verre d'eau, c'est un océan. Carrément. T'as des tonnes de trucs à faire. Et les entrepreneurs qui sont très focus, ils prennent les choses vraiment étape par étape. Tu vois, c'est comme si c'est le secret. C'est exactement le secret. C'est comme si tu allais demain devant l'Everest et tu te disais, ce soir, je l'aurais gravi, tu vois. Aucune chance. Faut y aller étape par étape. Là, je vais me la péter un petit peu, mais tu sais, il y a Confucius qui disait, c'est pas que l'objectif est trop haut, c'est qu'il manquait de marche pour l'atteindre. Oh là là! Quel charisme, c'est extraordinaire. Non, mais tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est donc découper ce qu'il faut que tu fasses et se mettre des objectifs et puis te mettre des milestones, en fait, des jalons que tu passes, que tu peux célébrer en équipe. En plus, tu vois, ça a vraiment l'avantage d'être sympa. En plus de ça, plutôt que de te monter la tête avec on a l'ambition d'être le nouveau Facebook. En fait, même Facebook à l'échelle de Facebook. Alors eux ont été très vite en l'occurrence. Oui. Mais tu vois, des boîtes comme Airbnb, les mecs ont galéré pendant 3 ans avant de faire quelque chose qui compte vraiment pour leurs clients. Et c'est rarement le cas, que ce soit des overnight success où ils ont un succès extraordinaire et scale et on a un empire mondial. Non, tout ça se fait par étapes, beaucoup de baffes, énormément. Il y a nouvelle citation, j'en ai une qui me vient. Allez, vas-y. Dr. Dre qui dit, j'adore. Dr. Dre qui disait, la vie, c'est de se prendre de plus en plus de baffes, c'est de se prendre des baffes, mais qu'elles fassent de moins en moins mal. Ouais. Et le mec tu l'as fait en version originale. Il sait de quoi il parle. Vas-y, tu nous chantes le passage, un VO. Après le podcast, je te la ferai même en rap, tu vois, dans le track où il est sorti. Mais en tout cas, mais ouais, c'est ça, vraiment avoir cet esprit étape par étape. Eux, c'est exécution. Entre un entrepreneur, et ça va de pair avec le focus aussi, tu vois, c'est j'ai mon focus, j'ai bien compris l'étape que je dois adresser maintenant, j'y vais à fond et j'exécute. Le dénominateur commun qu'on a chez tous les entrepreneurs, c'est quand même des gens qui travaillent énormément, tu vois. Ça se retourne pas, malheureusement. On a aussi des entrepreneurs qui travaillent énormément et qui ne réussissent pas, tu vois. Donc il y a beaucoup la réalité des choses. Il y a pas de checklist dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, si t'es très focus et après, une fois que t'as bien identifié, t'as trouvé comment craquer le truc et que tu y vas à fond en exécution, c'est un paramètre que je vais regarder. Et typiquement, si tu veux faire le versus des entrepreneurs hyper smart, hyper brillants, très cérébraux versus des brutes en exécution, j'ai tendance quand même à prendre l'entrepreneur qui est une brute en exécution, qui est une machine en exécution. D'accord. Parce que celui qui alors le but c'est le mieux c'est d'avoir les deux. Oui, quand même, d'avoir une fusion. Mais on a aussi des entrepreneurs qui sont d'une simplicité, pas dans le sens le mec qui te baie, mais dans le sens où ils ont des ambitions très simples, très clarifiées, ils y vont à fond et ils sont surtout des bulldozers en exécution. Alors que si tu es très cérébral et tu réfléchis tu fais des brainstorms pendant 1000 ans au plan le plus parfait, un entrepreneur n'est pas tant un planificateur en fait, c'est quelqu'un qui va exécuter de manière magistrale le plan qu'il a en tête justement. Mais c'est pas de concevoir le plan pendant 100 000 ans. Nous, tu vois, avec Arcadie justement et Christophe, on avait passé un temps, des nuits entières à faire des magnifiques Excel où regardez les gars, au bout de 2 ans, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on se tape tous dans le dos, c'est magnifique. La réalité, c'est que si vous avez cet état d'esprit, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que des unités, vous allez en vendre 2 ou 3, tu vois. Donc, faut mieux vaut être focus à justement de se dire, ok, comment j'en vends un demain, plutôt que de se dire, dans 2 ans, il nous faut le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Faut que tu te confrontes au marché au plus vite, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut y aller. Ouais.
Exécution, et mon dernier M, ça va être alors ça c'est un truc assez personnel, c'est le côté un peu malin des entrepreneurs, un peu hacker, le fait de détourner des usages, le fait d'aller à contre-courant aussi, et d'aller chercher des gisements de valeur là où personne n'a vu la valeur justement. Ouais. Et des fois, et c'est pour ça qu'il faut pas être dogmatique dans l'entrepreneuriat, dans le digital. Des fois, il y a des trucs où les bonnes pratiques, tu sais, comme on donne des cours de marketing digital, on les a lus dans tous les bouquins, on les a lus dans les blogs. Et des fois, j'ai un entrepreneur qui me fait un truc farfelu et paf, ça marche. Et t'es là, t'es juste en train de te dire, putain, pendant des années, je disais aux entrepreneurs, non, attention, une landing page, tu dois avoir le call to action qui est compliqué. Tu suis les règles, oui, c'est ça. Tout un. Mais en fait, think of the box. Allez, un autre anglicisme. Ouais, c'est ça. Okay. Donc le côté malin, ça j'aime bien le côté hacker. Et sinon il y a un truc qu'on regarde aussi quand on gère des portfolios, c'est pour moi qui est très important, qui sort de ce framework là même, c'est le côté bienveillant, tu vois, cool. Parce que quand tu crées une communauté, si t'as quelqu'un justement tu penses qu'il va rien apporter à la communauté, qui va juste rester dans son bureau, qui est très bruyant mais qui va rien apporter à la communauté, faut de la valeur, ça pose un problème. En fait, tu construis pas une communauté qui est puissante en fait en faisant ça. Donc faut faire des choix, tu vois. D'accord. Des choix, c'est des renoncements. Ok. Ouais, bah oui, choisir c'est renoncer, ça on le sait. C'est sûr. Ouais. Ok. Bon, on va passer. Bon, on a parlé des critères de sélection. Combien ça coûte peut-être au next step? On a parlé des critères de sélection, des secteurs. Si, souvent c'est des questions que j'ai. Combien ça coûte? Ça dépend encore des écosystèmes. Tu vois, même à l'échelle de Wakano, on n'a pas un prix qui est unique parce que c'est lié à du foncier. Et le foncier à Paris n'est pas du tout le même qu'à Cergy. À Paris Soleillé, pour avoir un 45 mètres carrés, on a des prix qui sont vraiment attractifs. Tu vois, tu vas payer aux alentours de 1 000 € achetés par mois pour 45 mètres carrés, ce qui est bien en dessous des standards que tu as à Paris en principe. Le but, c'est, en fait, on a un modèle de pricing qui est assez innovant, dans le sens où il est progressif. Moins ta boîte a de l'antériorité, moins tu vas payer cher. Plus ta boîte est jeune, plus c'est économique pour toi. Donc, le but, comme ça, c'est de soutenir. Il y a un côté un peu communautaire, c'est qu'en fait, les boîtes les plus matures payent plus pour les boîtes qui le sont moins. Et que ce soit vertueux, même à l'échelle du pricing. D'accord. Non, le prix dont je t'ai parlé, c'est Paris Soleillé. À La Turbine, c'est un écosystème, il y a une centaine de bureaux dédiés aux startups. À Cergy, ils ont voulu faire un petit peu le Station F, mais en banlieue. Ça a été inauguré en 2020, donc tout est neuf, ils ont du matériel de pointe et tout, c'est vraiment super bien. Je fais des interventions là-bas. Ouais. Et c'est en plus c'est pas cher du tout. On est à Cergy, les prix, alors je les ai pas en tête, mais c'est vraiment pas cher pour nous. Ok. En principe, le but c'est de avoir un minimum d'impact sur la trésorerie des jeunes entreprises, donc c'est censé être des prix qui sont accessibles pour eux. D'accord. Une phrase que je répète souvent aux entrepreneurs, c'est investissez moins dans vos bureaux, plus dans votre croissance. Carrément. C'est stupide. Alors, j'espère que je vais pas me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve que c'est pas forcément la bonne voie que de se dire il me faut tout de suite un bureau chez WeWork. Oui. WeWork, c'est bien. Ok, c'est des très beaux bureaux. C'est bien quand tu scales, quand tu as de la trésorerie, quand tu as levé des fonds. Si tu commences directement avec un loyer de plusieurs milliers d'euros, alors que tu génères pas de chiffre d'affaires, et c'est compliqué après. Tu tires une sacrée balle dans le pied. Ouais, carrément. Mais du coup, dans le prix, en réalité, tu ne payes que l'espace. Mais tu le disais tout à l'heure, en prime, tu bénéficies aussi derrière toute la partie communauté, atelier. Ouais, Mariama, là, tu l'as vraiment mieux vendu que moi. Oh, tu vois. C'est vrai que j'ai parlé de loyer, mais ouais. J'ai parlé de loyer, mais en fait, effectivement, c'est un prix qui englobe le tout. Donc mais ça, vous le mettez pas en avant, ça, justement, dans... Si, ouais. Ok. Exactement. Mais comme je te dis, souvent, les entrepreneurs, quand ils viennent chez nous, c'est pour des bureaux de prime abord. Donc, ils s'attendent à payer un loyer, tu vois. C'est ça. Et ce qu'on dit, bien sûr, c'est que ce loyer est tout compris. Tu vois, donc c'est un package total. Écosystème de croissance, c'est un package avec ton accompagnement dédié, c'est un package avec ta communauté qui va te tirer vers le haut. D'accord. Quand tu parles d'accompagnement, c'est un accompagnement en dehors des meet-up et donc dont on parlait tout à l'heure, des meet-up, workshops, etc. ou comment c'est construit? Par exemple, à Paris Soleillé, je passe du temps à aller chercher des clients à fort potentiel, donc tu vois, aller sourcer des entrepreneurs. Okay. Et une fois qu'ils sont intégrés à Paris Soleillé, là, je vais les aider à développer leur business
sur des thématiques. Alors moi, je suis plutôt spécialisé sur la partie growth marketing. Mhm. J'ai des collègues qui vont être spécialisés sur le financement, par exemple, tout ce qui est financement non dilutif, financement de levée de fonds. D'autres qui vont être sur l'amorçage de projets. Donc le but, c'est de s'alimenter en permanence de ressources qui sont dédiées à la thématique qu'on travaille au quotidien. Maintenant, tous les fondamentaux de l'entrepreneuriat, travailler son pitch, travailler son modèle économique, les fondamentaux sales, alors marketing même plus en ce qui me concerne, les fondamentaux HR, on les a. Maintenant, si tu as typiquement une boîte qui a un problème RH avec un collaborateur un peu récalcitrant, qu'ils ont du mal à s'en séparer et surtout ils n'ont pas envie de faire un faux pas, et ben ce que je vais faire, c'est les mettre en relation directe avec un spécialiste des HR qui va l'aider ou un juriste qui va l'aider sur quels sont les risques au prud'homme ou ce genre de choses. D'accord. Sinon, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des office hours qui sont thématisés. Alors déjà, le premier truc, c'est quand tu rentres à Paris Soleillé, je vais faire une roadmap OKR. Donc dis-nous ce que c'est. Dis-nous ce que c'est. Moi, je sais, mais bon. C'est Objectif and Key Results. Donc, le but, c'est d'aller chercher, de comprendre quelle est la vision le plus long terme de l'entrepreneur et après de le décliner en objectif le plus activable possible jusqu'à en venir au truc le plus concret qui va être quasiment qu'est-ce qu'on fait cette semaine, en fait. Le plan d'action. La semaine prochaine. Donc, tu vois, le premier grand rendez-vous, souvent, il dure 1 heure, 1 heure et demie. Il est assez long. Il est assez dense. Et ça va me permettre d'avoir une bonne compréhension du modèle économique de la boîte et surtout comment on peut lui apporter de la valeur. Donc premier rendez-vous, c'est une roadmap, avec des objectifs très concrets. Deuxième rendez-vous, c'est les rendez-vous qui suivent, c'est en fonction des besoins. J'interviens de manière réactive quand les entrepreneurs me sollicitent sur des thématiques particulières. Si c'est du growth marketing, je vais le faire en direct. Si c'est du growth marketing mais sur un sujet très précis, genre un sujet de SEO, je vais en plus de ça faire appel à un intervenant qui fait du SEO ou de l'acquisition payante ou du scrapping par exemple. On monte des programmes, on monte par exemple des formations intenses sur 1 mois sur des thématiques données. On en a une sur le digital où en gros tu vas rencontrer, t'as 1 mois et toutes les semaines tu vas avoir la semaine 1 tu vas avoir 2 heures avec un expert de SEO, 2 heures avec un expert d'acquisition payante. La semaine d'après, tu vas avoir par exemple quelqu'un qui fait du UX design et tu vois, tu vas rencontrer une quinzaine d'intervenants qui vont te faire monter en compétences de manière très intense sur des sujets englobés dans le digital, tu vois. Donc une formation sur le digital, une sur la levée de fonds dans laquelle tu vois, on fait intervenir à la fin, on a eu Jean de la Roche-Brochard de Kima Venture par exemple qui est venu, on a eu Damien Morin qui avait monté Save, tu vois, qui investit aujourd'hui. On a eu Elaya, on a eu plusieurs VC qui sont venus et à la fin, c'est un petit peu un crash test où on t'a expliqué, déjà on t'a fait monter en compétence sur ton pitch, ton pitch deck, comment bien présenter, quelle est ta valo, ce genre de choses. Et puis à la fin, le crash test, c'est de faire un pitch devant Jean de la Roche-Brochard qui va te dire, et on a des boîtes qu'on levé en direct, tu vois, on a une boîte par exemple qui fait des sous-vêtements pour les jeunes filles. Oui. Et eux, ils ont fait un rendez-vous c'était comme un pitch, c'était 10-15 minutes avec Jean. Il s'est projeté avec ses filles puisqu'il a des filles, il y avait des filles en bas âge, Jean à cette époque-là. Il s'est dit ça déchire, j'achète quoi. C'est super ça. En live comme ça direct. Top. Exactement. On a une boîte qui s'appelle Madbox par exemple qui avait fait l'accélérateur, la formation Hacking Spring qui est dédiée au digital. Puis après, ils ont fait la formation dédiée à la levée de fonds qui s'appelle Winter is Funding. On l'a fait en hiver. Et ils ont vu Jean de la Roche-Brochard. Alors lui, il était pas chaud pour investir dans le gaming, mais après, ça a alimenté leur démarche. Et plus tard, c'est une boîte, Madbox, qu'on a accompagnée, qui ont levé 17 millions. Donc une des plus grosses levées de fonds qui faisait la une de Madines, etc. Tu vois. Ah ouais. Et 17 millions. Maxime Demeure, qui est le CEO, il faisait partie du classement Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en Europe. Tu vois, donc tu te la pètes un peu là. Et voilà. C'est super beau. Et tu vois, Madbox, c'est une boîte, ils ont commencé, ils étaient tout jeunes, ils devaient avoir 22 ans. Ils ont commencé à 2-3 dans un petit bureau et aujourd'hui, ils sont 60, ils ont un bureau à Barcelone. Et ils ont 200 millions d'apps installées, c'est des apps de casual gaming, tu sais, comme Rovio, comme tout ce qui est Angry Birds, etc.
et ils ont des dizaines de millions de joueurs à travers le monde, que ce soit à New York, à Tokyo, partout dans le monde. Ouais, c'est super, une belle success story. Ça. Et tu vois, c'est ça qui est chouette en fait, c'est que ils ont monté en compétence. Alors ils étaient déjà, alors attention, on n'a pas tout fait, hein, ils étaient déjà super chauds sur. Alors déjà, ils sont très très brillants sur leur expertise, mais tu vois, ces formations sur le digital, ça leur a permis de passer un palier, puis après sur la levée de fonds, ça leur a permis vraiment d'avoir un bel éclairage, une bonne compréhension de comment ça marche très concrètement. Ouais. Et puis après, ils ont réussi à lever 17 millions, qui est une très belle somme. Ouais, carrément. Super. Donc il y a de l'accompagnement personnalisé en one-to-one, plus les formations que vous dispensez. Exact. C'est top. C'est ça. Et super. Que dire de plus? Ouais, juste sur l'accompagnement, ce que j'aime bien rappeler, on est très fiers de nos programmes. On passe beaucoup de temps à monter des programmes en fonction des besoins aussi des entrepreneurs. Mais ce que je rappelle souvent avec énormément d'humilité, même si depuis tout à l'heure je me mets la tête avec des citations. T'as le droit, tu peux, si tu es libre, je te l'autorise. Bon, génial. Mais là-dessus, le moment humilité, c'est que 80 à 90% du job, il est bien sûr fait par les entrepreneurs. Et ce qui les emmène à leur réussite, c'est avant tout l'effort qu'ils ont mis dans leur propre boîte. Et là, faut rendre à César ce qui est aux entrepreneurs. Tu vois, Madbox, par exemple, à un moment donné, ils étaient en train d'accélérer, de recruter, et ils ont eu des difficultés de trésorerie. Et tu vois, si ça continuait comme ça, peut-être qu'ils auraient été en redressement judiciaire. Et j'ai mon collègue Laurent qui est un spécialiste. Alors lui, il est au taquet sur tout ce qui est BPI France. Ouais. Il lui donne une subvention, il fait les dossiers. Et tu vois, il les a aidés à mobiliser un maximum de financement, ce qui leur a permis de se remettre à flot, puis après de faire nos accélérateurs, nos formations intenses là, et puis après de lever 17 millions. Donc tu vois, des fois à un moment donné, la vie de l'entrepreneur, de l'entreprise, tient à un fil, un fil de rasoir, et en fait nous on fait en sorte que ce fil se transforme en corde. Mais quand t'as une corde, faut encore que c'est toi qui te hisse à la force des bras. Non mais là on a des métaphores géniales quoi. Je vais te la voler celle-là. Non, celle-là, franchement, elle est pas libre de droit. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai fait tout un tas de meet-up et je me suis dit, mais cette métaphore est quand même pas mal du tout. Et maintenant, à chaque fois que j'ai une intervention, vous voyez, quand on était sur un fil de rasoir, nous on transforme ce fil en une corde, mais quand même. Génial. Excellent. Ouais, tout ça pour dire que, évidemment, le talent et le succès des entrepreneurs revient avant tout aux entrepreneurs eux-mêmes. Ce qui est chouette dans notre métier, c'est que des fois, on vient un petit peu par procuration, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les grands, quand j'ai des entrepreneurs qui m'annoncent des super nouvelles, des fois, je suis comme un gamin. C'est ta victoire, ouais, c'est ça. C'est un peu ta victoire aussi, quoi. Dire, ce mec est un peu fou, tu vois. mais c'est ça, on est hyper content pour ce qu'ils arrivent à faire. On est aussi là quand, alors je parle beaucoup de réussite, puisque ça parle aux gens, mais enfin des échecs, j'en ai connu, on en connaît tous. Et on est aussi présent pour aider les entrepreneurs quand ils ont vraiment besoin de nous, comme c'était le cas avec Madbox quand ils avaient des difficultés de trésorerie. Donc on vit un peu par procuration l'entrepreneuriat dans notre métier, mais on n'a pas la gloire non plus, tu vois, de l'entrepreneur qui est en réussite là, qui fait son IPO au Nasdaq ou qui lève 17 millions pour ce qui est vraiment à l'échelle mondiale quand on s'appelle Madbox. Et ça c'est cool aussi. Super. Bon, on repart avec pas mal d'infos là quand même, hein. J'espère, Mariana. Est-ce que tu veux nous partager les futures actualités de Wakano / Paris Soleillé? Ouais, ok. Notre ambition, je dirais à moyen long terme, c'est de tripler de taille. Donc, je parle de Wakano. Là, Wakano, on accompagne 350 boîtes par an. On gère 33 000 mètres carrés de foncier. Donc, si on fait la somme de tous les écosystèmes qu'on a en gestion, c'est 33 000 mètres carrés. Le but, c'est de tripler tout ça en fait, de passer à 100 000 mètres carrés en gestion, d'accompagner une communauté de 1000. Donc tu vois, ce sera vraiment une taille critique qui sera assez exceptionnelle. Donc des nouveaux challenges, y compris pour nous, pour faire en sorte d'apporter de la valeur à chacun de ses membres. Donc vraiment c'est ça, nous c'est de créer une communauté qui soit à la fois large, mais dans laquelle on va avoir un rapport personnalisé. Et il est là tout le challenge et la difficulté de ce qu'on fait. C'est comment, à une échelle de 1000 boîtes que tu accompagnes en Île-de-France, tu arrives à apporter de la valeur à chacune des boîtes et avoir un rapport personnalisé. Et je pense que la solution, elle est dans la communauté. Je pense que la solution, elle est dans le fait de trouver des leviers pour justement, enfin, leverager cette communauté et que ce soit un écosystème vertueux où chacun s'apporte de la valeur mutuellement et que nous, on fasse des intros, on fasse des accélérations comme ça.
Super, c'est Tu vois, clair. on a ça. Et puis sinon, là, je suis en train de recruter un chargé de communication parce que Ok. tu vois, Wakano est le fruit de fusion de plusieurs écosystèmes. Et Mhm. jusqu'à présent, bah, chacun faisait un petit peu la com de son côté. Et là, Ouais. l'idée, c'est C'était que pas uniformisé, quoi. ouais, exactement. Le but là, c'est plutôt de centraliser tout ça, Mhm. et de créer. Là, je recrute, enfin, un chargé de communication qui va être. Alors, à mon avis, le job va être vraiment super enthousiasmant parce que de l'actu, on en a tout le temps. Mhm. Mais il va falloir qu'on ait une machine, un bulldozer, une machine à contenu. Donc là, ça pourrait être des podcasts bientôt. Ça sera, on sera tes concurrents, Mariana. Allez. Non, en fait, on va s'aider. Bien sûr. On va s'aider. Un coup, je passerai chez toi. Après, tu Voilà. passeras chez nous pour nous. Tu vas nous On est expliquer d'accord. d'ailleurs comment on fait un podcast, Of tu vois, course. Of de course. base. Et tu vois, il y a pléthore de contenus possibles en fait et de sources de contenu. Donc là, je recrute ça. Je lis en parallèle un bouquin que je recommande qui s'appelle Who Mhm. de Hey Method for Hiring de Jeff Smart. Tu vois, le mec Ok. s'appelle Smart, donc Déjà, tu peux il part situer le du livre bon va pied, être là. bon. Non, mais c'est un classique je dirais de la littérature startup sur le recrutement. Donc, Ok. c'est Who. Je mettrai tout ça dans le descriptif. Ouais, et Super. je suis en train de le lire et puis j'ai tout un process, tu vois. Donc première étape que j'appelle le filtre anti-touriste, c'est de demander à la personne de me créer des tweets. Donc Mhm. je lui donne une actualité, elle doit créer 2 tweets par rapport à cette actualité. Donc je vois si elle est plutôt la personne est dans les cordes. Mhm. Ça va être derrière de m'envoyer une petite présentation, ça c'est sympa, une présentation sur son smartphone de 30 secondes par exemple. Mhm. Une petite sorte présentation de vidéo? pitch. Ouais. Ouais, exactement, présentation Ok. Vidéo. Prenez Ensuite, note, on fait hein, s'il y a des gens intéressés. voilà, exactement. Alors d'ici là, j'espère que j'aurai à côté, d'ici la livraison Ouais, du c'est vrai. podcast. Ouais, C'est vrai. j'espère que j'aurai à côté, notamment parce qu'il y a des aides de l'État, tu sais, liées au Covid. Donc là, je me rush pour Ah, closer mon recrutement. ah. Ouais. Donc la première étape, c'est celle-ci. Ensuite, tu vas avoir l'entretien téléphonique, assez Mhm. classique. Et puis après, alors là, j'ai un truc un peu costaud. Je challenge vraiment les candidats. Ils doivent avoir un email. Ils doivent m'envoyer un article de 500 mots sur une thématique que je leur donne. Donc tu vois, optimiser SEO. Ouais. Ça les met tout de suite dans le banc de ce qu'ils vont faire, tu vois. Donc il Ouais, n'y a pas ouais. de mensonge non plus sur la fiche de poste. C'est ça. Il y a ça, il y a si vous deviez engager la communauté à mettre 5 étoiles sur, tu sais, sur Google My Business par exemple, Mhm. à mettre des ratings, des reviews, quel mail enverriez-vous à nos entrepreneurs? Mhm. Donc haute mise en situation. Et la troisième, je sais plus, c'est Voilà, je sais c'est de la plus mise en c'est pratique quoi. pure et dure. Là, Donc au tu vois, moins. t'as ah oui, et puis la troisième, c'est quelles sont 3 idées de contenu pertinentes pour Wakano selon vous? 3 nouvelles idées de Ok. contenu. Ok. Et donc ils ont des beaux mails qui m'envoient. J'ai déjà reçu des réponses qui sont vraiment pas mal. Et puis là, dès la semaine prochaine, je commence à faire des interviews en présentiel. Ok. Super. Donc, Des bientôt, workshops. vous nous verrez partout. Hein. Wakano, je Ouais, rappelle c'est que c'est ça. une marque assez jeune en fait. Hein. Ouais, ça fait combien de temps que 2020, c'est- on a été. Donc tu vois, je te parle de Quoi? plein de choses, mais 2020. Mais le fruit de fusion, Mariama. Donc avant, il y Oh, avait d'accord. Star Labs, il y avait Merci. la Siège, il y Ok. avait plusieurs organismes Ouais. qui sont des pionniers bien souvent d'ailleurs Mhm. dans l'entrepreneuriat. Donc tu vois, c'est des boîtes qui avaient déjà de la bouteille et qui ont Mhm. fusionné pour donner Wakano. Mais Wakano, c'est une marque très récente. Donc Mhm. le confinement m'a aussi aidé à shipper un site. Tu vois, je me suis mis, j'ai créé le site en un mois. Ouais. Le site Wakano, c'est toi qui l'as fait? Bien sûr, Mariama. Waouh. Je vous invite à aller checker wakano.co. Je t'ai vu, ouais. Fait maison. Bien homemade. joué. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on a du contenu très sympa à publier dès le recrutement de ce nouveau chargé de communication. Super. Est-ce que vous avez des workshops de prévu, enfin des workshops, bon, vu le contexte, mais même des choses en ligne à venir? C'est ça, tu vois. Donc cette période nous a permis de sortir de nouveaux projets qui sont fondamentaux pour nous. Donc je te disais, nouvelle marque, un nouveau site. Mhm. On a revu ensemble toute la stack d'outils, tu vois. Donc j'ai setup HubSpot Mhm. pour tout le groupe, tu vois. Ouais. Donc on a une belle stack d'outils maintenant. Le but là, ça va être accéléré. C'était quoi ta question, pardon, Marianne?
Est-ce qu'il y a d'autres ateliers ou workshops prévus? Oui, et même par s'il y contre, a on pas a souffert d'événement? d'une chose, effectivement. Voilà, on a souffert de quoi? C'était de ne pas pouvoir faire toute notre partie événementielle. Donc effectivement, on a fait du webinar, puisque pour nous, c'est toujours important d'être en proximité avec nos entrepreneurs et de leur offrir du contenu. Mhm. Après, ce qui était un peu complexe, c'est que tu vois, tout le monde sortait, on était dans un océan rouge de webinars. Donc c'est bien, tu vois, je suis content de donner le micro notamment à nos entrepreneurs ou pourquoi pas un VC, tu vois, pour pouvoir faire des intros pertinentes dans notre portfolio. Mhm. Mais on serait quand même ravis de retrouver ces ambiances présentielles telles qu'on le faisait avant. Ouais. Et là, on n'a pas forcément de date encore puisqu'on va attendre que tout se remette bien en... Ouais. Le but, c'est On pas de l'espère, recréer on aussi croise les doigts. l'épidémie de l'atelier, on sera un peu dégoûtés. C'est ça. Mais Ok. c'est que voilà, tout se remettre en état de marche. Et puis après, évidemment, on sera les premiers à reproposer des meet-up, des after-work, des workshops très sympas. Super. En tout cas, merci beaucoup, Vivian, pour tous ces conseils précieux. Merci pour ton temps. Je t'en prie, C'était un merci à plaisir. toi. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!